Dans cette capsule, je vais parler de la loi de Jurin. La loi de Jurin est une loi qui exprime euh, le phénomène de capillarité. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un tube est plutôt fin, vous allez remarquer qu'il y a une ascension du liquide quand la section du tube en question est plutôt fin ici, c'est-à-dire qu'il y a une section plutôt petite. Et ce phénomène, vous l'observez lorsque vous faites des mesures en chimie. Parce qu'en chimie, on vous dit toujours de mettre vos yeux en face du ménisque qui se forme ici. Si vous avez un ménisque, la lecture la plus juste possible, c'est celle qui se fait à ce niveau-là. Ne jamais regarder là ou là parce qu'il y a des erreurs de la parallaxe. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais dire également que, en fait, c'est ce phénomène-là qui permet à la sève de circuler. Et c'est exactement ce qui permet aussi dans l'organisme des humains, lorsque vous avez une toute petite veine, c'est le phénomène de la capillarité qui permet l'ascension ou la circulation du sang. Et des fois, quand ce phénomène est prononcé, vous avez on appelle ça de la couperose, c'est-à-dire des personnes qui ont au niveau du visage des vaisseaux qui éclatent. Une fois que j'ai dit ça, le but pour nous c'est de déterminer la hauteur, c'est ça la loi de Jurin, elle exprime la hauteur d'ascension du liquide. Ce liquide est caractérisé par sa masse volumique. Ici vous avez le rayon du tube. Ici on aura un ménisque, je vais représenter ça de la sorte. Je sais l'accélération de la pesanteur. Ici, ça c'est un angle très très important, l'angle de contact entre le liquide et la paroi du tube. C'est ce qu'on appelle l'angle de raccordement. Je dirais aussi un mot là-dessus. Ça c'est gamma. Nous, peut-être plus de clarté, c'est ce qu'on appelle la force. Une force, c'est pas une unité de longueur. On appelle ça la tension superficielle du liquide. C'est une force par unité de longueur. Son unité, ça sera des newtons par mètre. D'accord? Et H, c'est la hauteur du liquide. Donc la loi de Jurin exprime H en fonction des paramètres du problème, c'est-à-dire de la masse volumique, de G, qu'est-ce que j'ai dit, de la masse volumique de G, ainsi que l'angle θ. Or, l'angle θ, ça dépend de la nature du liquide, parce que ce phénomène, des fois, vous avez un ménisque dirigé vers le haut ou bien dirigé vers le bas. Mais la mathématique du phénomène reste la même. Donc, comment on procède? Eh ben, on dit que ici, localement, puisqu'il y a un équilibre mécanique, on va appliquer le principe, la deuxième loi de Newton, c'est que les deux forces que sont le poids appliqué à ce cylindre est égal tout simplement à la tension superficielle, ou bien le coefficient de tension. Donc je l'appellerai comment on va procéder. Déjà on va calculer le poids de la colonne. Donc le poids du liquide est M fois G. Il est dirigé vers le bas.
D'accord? Donc M c'est quoi? La M est égale à rho V. Rho c'est la masse volumique, V c'est le volume de la colonne. Or V est égal à pi R2 fois H, c'est-à-dire la surface ici la section multipliée par H. Par conséquent, on peut écrire que la valeur du poids s'écrit M, c'est-à-dire rho fois pi fois R au carré fois H, ça c'est le poids. Maintenant, en ce qui concerne la tension superficielle ou le coefficient de tension superficielle. Donc là, pour bien comprendre, parce que ce n'est pas évident, vous considérez ça comme étant un bol. Voyez? Et imaginez que vous avez des forces qui agissent comme ça. Et toutes ces forces ont la même valeur. Donc quand vous avez un bol comme ça, en fait, je vais essayer de m'appliquer. Vous voyez, toutes les forces agissent de la même façon. Histoire, c'est comme si vous tirez sur un drap. Vous voyez bien que toutes ces forces agissent dans ce sens. Donc on doit faire la somme de toutes ces forces. Et ces forces, on va l'appeler la résultante de toutes ces forces. Donc, comme le contour est un cercle, on peut dire c'est 2pi fois le rayon, puisque c'est le périmètre, fois gamma. Je garde la même notation. Donc ça, c'est la somme de toutes les forces. J'ai pas fini. Donc là, mais ces forces, elles agissent comme ça. Ils peuvent pas compenser le poids. C'est leur composante verticale qui compense le poids. Et donc la composante verticale ici, c'est cosinus θ. Il suffit de faire une projection. Ici, normalement, ils doivent se compenser latéralement. Mais celles qui agissent, qui équilibrent le poids qui agit vers le haut, c'est une composante de ces forces, c'est la composante verticale. C'est à cause de ça, vous devez avoir un cosinus θ. Une fois que j'ai bien compris ceci, eh bien je me dis que cette composante, la résultante de cette composante, puisque j'ai additionné toutes les forces sur tout le périmètre du ménisque, doit égaler le poids. Donc je vais écrire le poids, nous avons dit que c'était rho fois pi fois r au carré fois h, ça c'est le poids, c'est rho fois v. Ah, j'ai oublié ici g. Ça c'est la masse. Et là donc poids g est égal tout simplement à 2 fois pi fois r fois gamma fois cosinus θ. Donc on va simplifier. Pi se simplifie. J'ai un r qui se simplifie avec celui-ci. Il me reste h, c'est-à-dire c'est mon inconnu. La hauteur, c'est ça ce qu'on mesure expérimentalement. Il me reste un 2 fois gamma fois cosinus θ sur, donc là il va me rester rho fois r fois g. Voilà l'expression de la loi de Jurin.
D'accord? Donc on va voir si c'est homogène. Si c'est pas homogène, ça veut dire que j'ai commis une faute. Donc on y va. Comment je fais? Gamma, c'est une force par unité de longueur. Donc ça sera des newtons par mètre. Ça c'est fait. Cosinus θ est un nombre sans unité. Donc ça, fois 1. Rho, c'est une masse volumique. Masse volumique, c'est des kilogrammes par des mètres au cube. Donc ça, c'est des newtons par mètre. Ici, c'est des kilogrammes. Multiplié par R. R, c'est quoi? C'est des mètres. G, il y a deux façons de l'exprimer. Soit on va faire intervenir les secondes, ce n'est pas intéressant. On peut dire que G, c'est des newtons par kilogramme. Eh ben, des newtons par kilogramme, donc je vais y aller, donc je continue la simplification. Ici, j'ai des newtons qui vont se simplifier avec les newtons. Ici, j'ai des mètres. Fois des mètres, divisé par des mètres au cube. Mètre au carré divisé par mètre au carré, donc il va me rester des mètres que je trouve au numérateur. N'oubliez pas qu'ici, vous avez une division. Et toutes ces quantités vont monter là-haut. Donc, il va me rester des... Ah oui, là, j'ai dit G, c'est des newtons par kilogramme. Hein, j'ai oublié. Les kilogrammes vont se simplifier. Donc, il va me rester quoi? J'ai simplifié les newtons, les kilogrammes, les mètres au carré et les mètres. Et donc, c'est bien homogène à une hauteur. Cette loi est très utile en fait, j'ai remarqué pour les personnes qui passent médecine. Ils font ça dans la physiologie. Et elle est utile également pour les personnes en première année de fac. Hein, voire en licence. Parce qu'elle intervient au niveau de l'interaction entre les liquides et les solides. Et là, puisque j'ai fini, je dirais deux mots. Quand vous avez ici un liquide, vous avez par exemple de l'eau, vous avez les forces de Van der Waals qui font qu'il y a une cohésion et les liaisons hydrogènes qui font que les molécules d'eau sont associées. Et puisque au milieu du liquide, ces interactions se compensent, ils arrivent qu'au niveau de la surface, ils ne se compensent pas, d'où cette ascension. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, par contre, lorsque vous avez un récipient qui est très grand, donc là, on vous a appris, tout le monde a appris au collège que tous les liquides ont une surface horizontale. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on détermine dans le bâtiment l'horizontale avec leur instrument, ce qu'ils appellent l'instrument de niveau. Parce qu'ils considèrent que le liquide est attiré par la Terre. Lorsque vous voyez la bulle au milieu, ici vous avez une bulle au milieu, et c'est ça ce qui montre que, puisque tout ce liquide est attiré vers le centre de la Terre, vous devez obtenir l'horizontale et par conséquent la verticale. Bien, donc la capsule est terminée et je vous dis à bientôt.